Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue pour ce débrief numéro 1 spécial Vivatech de cette première journée que nous avons passée avec Lionel à arpenter les rues de cet événement international, on peut dire ça comme ça finalement. Oui, c'était un événement international et alors on lui a donné même un petit nom pour notre journée, on l'a appelé la VTT, c'était la Vivatech Technology Trek. Voilà, parce que là globalement on effectivement chaleur, du mais monde, voilà, du monde. Du beau monde sur les stages, donc Exactement. Beaucoup de monde pour essayer de rentrer dans les salles. Eh bien, on va essayer de faire un petit débrief. Voilà. Donc c'est parti. C'est parti. Allez, 3, 2, 1, à tout de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette journée, Lionel? Beaucoup de choses. Alors, bon, c'est difficile, comme vous l'avez entendu hier avec la présentation de Pascal, difficile d'aller voir tout le monde. Alors, on a essayé de parcourir un certain nombre de labs. On est passé voir la SNCF. Exactement, la RATP, voilà, Airbus, alors monde, on ne veut pas être méchant avec ceux qui ne sont pas dans les trains en ce moment et qui étaient sur le salon, peut-être que, voilà. Mais en tout cas, il y avait énormément d'innovations ou d'idées ou de start-up qui étaient dans l'axe de l'usage et dans l'axe de la valeur perçue. Ça, c'était vraiment intéressant sur les différents labs que l'on a parcourus, parce qu'on ne pourrait pas nommer toutes les startups. Et là, on a perçu quelque chose qui était différent de ce que l'on pouvait vivre au CIS, où là, on avait vraiment de la présentation de contenu, de la présentation d'idées. Là, on a vraiment de l'agglomération, quelque chose qui ressemble à voilà ce que l'on pourrait faire avec une technologie, de l'IA, avec de la VR virtuelle, et dans un certain nombre de domaines. Ça, c'est intéressant. Donc, on a cette sensation que l'engouement qu'il y a pour un certain nombre de technologies ou de deep tech, eh bien là, elle s'agglomère. On commence à voir. En tout cas, il y a de l'usage qui ressort, de la valeur, encore une fois, et ça c'est bien, des best practices, effectivement, qui ont été certainement appliquées, parce qu'il y en a qu'on avait vu l'année dernière, il y en a même qu'on avait vu il y a 2 ans, il y en a même qu'on avait vu il y a 3 ans, qui sont toujours là et qui apportent des améliorations assez significatives. Alors, finalement, on dit souvent, il y avait quelques acteurs un peu similaires au CES, voire les mêmes acteurs qu'on a pu voir et qui d'ailleurs on a pu échanger un peu plus que sur le floor de Vegas, où naturellement il y avait plus de monde, c'était plus chargé. C'est vrai qu'on a commencé par la mobilité, on va y revenir juste après. En même temps, il y a un petit esprit CES dans une certaine mesure, une certaine énergie, mais c'était quand même un peu plus passif, j'ai trouvé. Non, mais on peut pas. Alors, patate chaude. Voilà, patate chaude. On peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Au CIS, on a l'impression que les startups, elles n'ont pas beaucoup de place. En fait, elles doivent avoir 4 mètres carrés. Bon, c'est à peu près ça, ou 4-5 mètres carrés. Là, elles ont 1 mètre carré. Donc évidemment, elles vont pas se plaindre non plus. Bon, parce qu'évidemment, sur un lab, par exemple le lab d'Orange, vous avez presque une centaine d'entreprises. Vous avez un petit, alors on appelle ça un manche debout, mais en fait c'est une petite table haute, un petit bureau à hauteur de je sais pas moi, 1 mètre. De quoi poser un ordinateur ou deux et basta. Voilà, de quoi poser un ordinateur ou deux et encore pas un 17 pouces, plutôt un 15-13 pouces voilà. Mac de préférence. Et donc forcément, quand là où les 2 ou 3 personnes qui représentent cette start-up sont là à vous expliquer quelque chose. Bon, nous, on était 2. Vous aviez 1 ou 2 personnes qui le fait et ça y est, c'était plein. Et puis en plus, il y avait du bruit. Donc, c'était pas facile parce que ça parle dans tous les sens. C'est vrai que chaque gros stand, par exemple, celui de la RATP, a une petite stage donc, sur lequel il se passe aussi des choses. On était chez Cisco, pareil, plein de petites startups sur lesquelles il y a c'est le principe de Vivatech en même temps. C'est le principe. De venir avec ces startups. D'ailleurs, on a trouvé que certains respectaient l'esprit Vivatech, qui était celui de dire on vient avec des startups, on essaye de péter le système, on essaye de hacker le monde et puis on essaye de faire des choses sympas avec de la recherche et développement externalisé au travers des startups. Et ça, ce sont les labs. Et ça, ce sont les labs. Et puis, il y en a qui sont venus faire de la démo. C'est le Hall of Tech. Voilà. Ils sont venus amener, présenter ce qu'ils faisaient déjà, gigapixels depuis des années. Allez hop, on le remasterise. Bon, il y avait des trucs intéressants. Mais bon, globalement, pas de quoi fouetter, effectivement. Bon, bref, on va s'arrêter là. Mais on a eu un vent. Mais il y avait un vent nouveau sur les labs. En tout cas, c'était sympa. Il y avait un vent nouveau et il y avait un vent d'usage. Il y avait un vent d'usage en se disant, voilà, on va mettre
mettre en place des idées alors on va vous en montrer quelques-unes, certaines qui nous ont un peu marqué, certaines que l'on a testées. Et oui, c'est qu'on a testé même on s'est un peu marré. Enfin, je ne vous cache pas qu'on a testé. On a commencé en fait par le Mobility Park. C'est vrai que c'était assez petit, puis il n'y avait pas grand monde. En même temps, tout le monde allait vers l'entrée comme des malades. Et puis, on en a profité pour tout simplement venir explorer alors des choses qu'on avait déjà vues au CES, mais qu'on aimerait bien repartager parce qu'il y a quelques améliorations. À commencer. Alors on a croisé les gens de Valeo qui avaient présenté au CES l'Xtraview, et là ils présentaient l'Xtraview alors avec un joli véhicule électrique qui d'ailleurs était en test, qui était un véhicule de chez Jaguar, l'e-Pace. Leur véhicule, leur SUV électrique, entièrement électrique. Eh bien, l'Xtraview, c'est de la communication véhicule to véhicule qui vous permet, avec votre véhicule, de communiquer avec le véhicule de devant. Et sur le véhicule de devant, vous allez voir ce qui se passe devant le véhicule. C'est-à-dire que vous avez accès à la caméra qui est dans sa calandre. Eh bien, ça, c'est un système qu'ils avaient montré à Las Vegas. Et là, qui nous montrait, comme on a vu sur la photo, qui nous montrait en réalité. Alors, pas en mouvement, parce que les deux véhicules étaient juste garés l'un derrière l'autre. Il n'y a pas de piste pour faire tourner les véhicules, mais c'était plutôt quelque chose qui était amélioré. Alors on leur a demandé des explications, on leur a dit mais vous nous avez montré aussi un Xtraview qui était capable de voir 10 voitures devant. Alors là ils nous ont dit oui, mais alors ça c'est un Xtraview différent qui s'appuie sur les caméras qui sont installées sur les équipements routiers. Exactement. Voilà. Et donc là l'amélioration qu'ils faisaient c'était principalement d'ordre ergonomique parce qu'avant ça supprimait carrément la voiture de devant du paysage, et que là globalement ils l'avaient plus prise en compte parce que beaucoup de personnes avaient tendance à regarder les caméras, et dans les use cases qu'ils avaient ressortis, la nécessité de faire apparaître la voiture qui était devant était, semble-t-il, important. Oui, cette illusion, parce qu'il faut voir que cet Xtraview, même s'il pourrait être géré potentiellement par une intelligence artificielle dans le cadre d'une voiture autonome, c'est essentiellement à destination du conducteur. Et donc le conducteur, lui, doit véritablement ressentir la voiture qui est devant et pas avoir l'impression que ce qu'il voit, c'est tout juste ce qui est devant son pare-choc. Même si le pilotage automatique en bouchon est pas loin d'arriver, mais globalement c'est intéressant en tout cas de savoir que ces technologies s'améliorent côté Valeo. Petit gadget qui s'est rajouté sur les véhicules et qu'on a trouvé assez fin, d'ailleurs qu'on s'est empressé de tester, qui est ni plus ni moins que cette petite amélioration que vous ne voyez pas à la photo qui apparaît là, mais que vous voyez sur celle-ci. Voilà, c'est chez Inovelli. Alors qui était présent notamment sur le stand de Valeo, et qui venait présenter cette gâchette d'ordre ergonomique, c'est-à-dire que pour avoir un effet de pression pour accélérer tout simplement au niveau de l'accélérateur, en fait ils ont supprimé l'accélérateur tel qu'on connaît en rotation, ils l'ont mis en gâchette que l'on pousse, et ce qui permet tout simplement effectivement de gagner sur le point de rupture, notamment le point de force quand on est en accélération, avec le poignet cassé en moto. Alors c'est un petit détail, est-ce que c'est très techno ou pas en l'état? Ce qui est intéressant, c'est la technologie, la réactivité, la sensibilité de cette petite gâchette. Pour l'avoir essayé, je peux vous assurer que c'est la même chose, voire même plus sympa de piloter avec ça. Alors, ça existe déjà en motocross, mais effectivement, ça c'est quelque chose qu'on a trouvé intéressant et qui va se miniaturiser au possible. C'est ça qui sera intéressant dans les années qui viennent pour venir se noyer totalement dans l'habitacle de la moto, du scooter, du jet ski ou autre, effectivement, pour pas avoir ce point de rupture au niveau du poignet qui crée beaucoup de crampes pour les motards. Mais toi, Lionel, je sais que tu as un faible énorme pour UJet qu'on a rencontré au CES. Alors UJet, on l'avait vu aussi. Ça, on l'avait vu, mais on l'avait vu sur leur stand. C'est un scooter qui est pliable, électrique, qui est ultra connecté parce qu'il est relié à votre mobile. Avec son écran, vous allez pouvoir tout piloter. Vous allez pouvoir avoir les cartes, etc. Et tout sera pilotable depuis les poignets. Donc il est tout à fait intéressant parce qu'il est très léger. Alors évidemment, il respecte la réglementation. Il est juste un petit peu cher. La commercialisation est prévue pour bientôt. Et évidemment, une petite démonstration s'imposait obligatoirement. C'est très facile à piloter. Évidemment, vous ne pouvez pas aller sur le périphérique parisien. Ça reste un scooter qui est limité à 45 km/h. C'est la législation. C'est les contraintes légales parce que sinon ça s'envole au niveau du kilométrage, comme on a pu le voir sur un vélo à 64 km/h. Mais effectivement, oui, c'est limité. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il limite un peu comme City Scoot à 50 km/h, grosso modo, que globalement, il n'y a pas de problématique de 50 cm3 ou pas, parce que de toute façon, c'est de l'électrique. Mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qui était intéressant. Il y avait une promesse Je remets la photo parce que il y avait une promesse d'autonomie qui était intéressante.
Oui, quand même. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? On a vu également, parce alors que on a pas mal été sur la mobilité aujourd'hui. Oui, on a été voir quand même, mais je ne sais pas si on a une photo. On a été voir un jeune ingénieur qui nous a présenté un vélo électrique. Oui, non, qui était tout à fait intéressant, qui s'appelle Quick Maker. Quick Maker, qui est le nom du collectif. Ah oui, c'est le on vous invite à. D'ailleurs, alors ils sont pour l'instant chez Station F pour le proto qu'ils nous ont montré, en tout cas du vélo dont on va vous parler, mais c'est un collectif d'ingénieurs qui fait aussi recherche et développement, bureau d'ingé, etc. Pour des startups qui se lancent. Et le vélo s'appelle Quick Bike. L'idée qui sous-tend ce vélo électrique, on va dire, tiens, c'est le énième vélo électrique. Alors bon, déjà, c'est une petite courroie, mais c'est un vélo électrique intelligent qui va anticiper sur le trajet que vous allez faire la puissance électrique dont il aura besoin. Imaginez la porte de Versailles. Bon, la porte de Versailles, pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu dans une cuvette. Donc, si vous rentrez vous allez de la porte de Versailles à la porte d'Orléans, vous avez une grosse montée et là, il sait qu'il va devoir dépenser beaucoup d'énergie. Mais comme votre trajet, après, va redescendre, il sait qu'il va pouvoir réaccumuler de l'énergie. Et ça, c'est un vélo vraiment intelligent. Il nous a présenté ça en détail et en plus, il est plutôt joli. Il est plutôt joli. Il est surtout plutôt puissant. Oui, alors globalement, on ne le dira pas, on ne citera pas de nom, mais en tout cas, ça frôle les plus de 60 km/h si vous vous lâchez avec. Voilà, donc intéressant pour celui-ci. Bon, au-delà du fait qu'on a revu naturellement quelques robots traditionnels dont on pourrait parler également, le sergent. Qui avec Pepper ne sont pas des nouveautés à part entière. Le sergent Pepper. Bon, le sergent Pepper. Bon, voilà. Oh là là, j'ai essayé d'insister, Lionel, mais il n'a pas rebondi. Je mets le gros plan sur toi pour la peine. Hein. Attention. Il n'a pas rebondi. Mais non, je suis pas convaincu. D'ailleurs, il y a peut-être une petite histoire. Pourquoi il s'appelle Pepper en fait. Ça pourrait être complètement ça. Parce que d'une certaine façon, c'est quand même quelqu'un qui vous donne des instructions. C'est vrai, c'est quelqu'un qui donne des instructions. En tout cas, c'est pas une nouveauté en soi. C'est vrai qu'on entend beaucoup de critiques sur il se passe pas grand-chose, il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés. Mais globalement, ce qui est intéressant, on en parlera peut-être plus demain, parce qu'aujourd'hui, c'est centré peut-être un peu plus mobilité, puisqu'on a trouvé pas mal de choses à dire. Mais c'est vrai que Pepper, ce qui est intéressant, c'est qu'on en fait presque un support qui exploite, en fait, il utilise des solutions qui sont faites ou des logiciels, des applications qui sont faites par des tiers. Et c'est vrai que notamment sur le stand de Pepper, World, il y avait un véritable écosystème de 16 partenaires qui étaient présents sur Viva et qui montraient les applications qu'ils avaient sorties de Pepper, donc que ce soit effectivement de l'agent d'accueil, de la conciergerie ou autre, donc des choses très intéressantes à voir ce que l'on peut faire bien entendu. Est-ce que ça deviendra une plateforme qui hébergera ou hostera des applications métiers ou dédiées à des choses très périmétrées? Bon, c'est quelque chose qu'on peut effectivement peut-être voir. On ira un peu plus les voir demain. Mais disons que on a déjà pas mal discuté avec eux. En tout cas, c'est plutôt bien joué. Oui, c'est plutôt bien joué parce que ça permet à un robot qui est plutôt sympathique. On se souvient de la poignée de main l'année dernière ou il y a 2 ans de notre président à ce petit robot. Le fait qu'il y ait de multiples combinaisons et de multiples services qui sont développés et qui sont développés pour lui, finalement, cher ami entrepreneur, achetez un Pepper et vous pourrez lui faire des tas de choses. Son catalogue, visiblement, s'agrandit tous les jours. On en reparlera peut-être. Alors Pepper coûte entre, de mémoire, 18 et 22 000 $ à peu près. Donc c'est un bel objet, dont il faut prendre soin. Alors dans l'esprit robot, il y en avait pas mal de sympas. Tiens, on reviendra sur la mobilité après, parce que forcément on dérape. Oui, alors il y avait celui-ci qu'on a trouvé chez nos amis de la Senefeu, si je me trompe pas. Oui, alors des robots qui permettent de déplacer des charges lourdes, notamment quand vous êtes soit sur des chantiers. Il y avait des robots qui permettaient de déplacer le courrier du postier. Alors le postier se fait suivre par un robot, et le robot, alors c'est une sorte de triporteur qui est chargé de courrier, soit même de colis d'ailleurs, et qui va suivre le postier et qui va lui présenter les différents colis au fur et à mesure de sa tournée. Donc voilà, on avait pas mal de cas d'usage. Il y avait quelques robots aussi intéressants qu'on a trouvés. Robots d'accueil SNCF qui se déplacent avec vous pour vous montrer, différenciant par rapport à Pepper, parce que c'est vrai qu'on fait vite la comparaison. En tout cas, celui-ci au niveau de l'usage semble un peu plus robuste face à l'accueil ou à l'orientation de personnes, notamment les centres commerciaux. Oui. Et ça fonctionne assez bien puisque c'est quelque chose qui est déjà en place sur pas mal de gares. Disons qu'on accompagne les gens. Voilà, on a toute une échelle dans les robots. On a le robot Buddy qui est le robot personnel. Vous le connaissez peut-être. Il a eu beaucoup de succès ces derniers mois et au CIS d'avant d'ailleurs. Mais on l'a pas croisé aujourd'hui. Mais il était peut-être là, mais on l'a pas croisé. Et ce robot, donc, il est personnel. Il est donc plus petit. Il peut paraître même plus fragile. Pepper est déjà un petit peu plus solide. Il est un petit peu plus grand. Et puis celui que l'on vient de voir, là, c'est carrément un robot qui est 45 et 55 kilos.
Voilà, et celui qu'on vient de voir, voilà, il fait 1m70 et, oui, donc et en fait, voilà, mais là vous pouvez le mettre dans une gare et puis il a un périmètre et dans ce périmètre il va vous guider. C'est déjà installé d'ailleurs dans des gares SNCF. Angoulême, si je ne me trompe pas. Oui, Angoulême ou Aix-en-Provence, je sais plus. Ouais, et il vous accompagne en plus pour vous dire, vous voulez aller à tel endroit, je vous accompagne et je vous guide. Enfin bon, bref, c'est. Enfin, il n'y a pas presque, je disais, une R2D-isation du robot. On avait tendance à avoir moins d'humanoïdes et compagnie, et de plus en plus des gros pots de yaourt qui se déplacent, voilà, globalement. Oui. Enfin, mais sur des visions très périmétrées. C'est comme si le robot en fait revenait à sa place, disant on va te solder, te résoudre une proposition de valeur sur un use case extrêmement précis. J'enchaîne les buzzwords. Donc globalement, on va continuer. Alors, on revient peut-être à la mobilité un petit peu parce qu'on a vu. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on présente Je voudrais qu'on présente ça parce que. Ah oui. Alors, il y a 3 anneaux. J'ai passé le bon de commande, cherchez pas. Il y a des anneaux devant, il y a des hélices au-dessus. Et c'est chez pas Airbus. La première fois qu'ils le présentent, puisque c'est le premier modèle qu'ils avaient présenté, c'était Genève en 2017. Et là, c'est leur nouveau proto. En fait, c'est le POC. Le POC évolue. Hein. Alors, c'est la voiture volante. C'est la voiture volante de chez Airbus, qui est absolument magnifique et très jolie, sponsorisée by Audi. On reconnaît les anneaux d'Audi à l'avant. Alors le principe il est simple, hein. Vous avez des hélices qui sont amovibles, la voiture est garée, les hélices viennent chercher la voiture, l'emmènent à sa destination et les hélices après vont se recharger. On ne sait pas où vraiment, mais on dit qu'elles vont se recharger puisque ça c'est ce qui est la promesse d'Airbus. En tout cas c'est très joli. Alors ça c'était la photo du salon que l'on vient de voir, parce que nous on avait beaucoup moins d'espace. On n'avait pas le grand temps. On n'avait pas. Non, mais il y avait surtout beaucoup plus de monde autour. Alors en même temps, c'est une grosse attraction. Ça, c'est clair. Mais en même temps, il faut, comme le Sea Bubble qu'on verra juste après. Ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, la voiture reste voiture et que c'est la partie volante, entre guillemets, qui vient tout simplement chercher la voiture, se fixe sur la voiture et la voiture se libère du châssis pour tout simplement partir voler. Donc voilà, quelque chose qui est intéressant. Et alors, on peut même imaginer que la voiture sert aussi de voiture, elle n'a pas besoin de... Alors que sinon, si vous cherchez un petit peu, il y a beaucoup d'inventeurs, de chercheurs qui ont mis des idées en place. On en a vu des sympas. Des Géo trouve tout, des gros Flagada Jones une sorte du truc volant. De Delta, non pas Delta, de parapente avec une voiture. Mais il y avait la RATP qui avait aussi la sienne. Enfin, je veux dire que tout le monde se pose un peu des questions sur le mode je roule, je vole et je suis en train de nager. Donc globalement, il y a pas mal d'attentes là-dessus. Sur effectivement une des attentes et une des promesses qu'il y a eu avant ce CES, notamment par la commande de quelques Sea Bubble par le roi Albert. Le prince Albert, pardon. Ils sont pas rois, là. Le prince Albert. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est le Sea Bubble. Alors le Sea Bubble, je vous donne tout de suite le prix parce que à partir d'aujourd'hui, ça c'était quand même la nouvelle parce qu'on les images de l'AFP, je précise. Alors on l'a vu l'année dernière, le Sea Bubble, il n'était pas tout à fait dans cette configuration. Aujourd'hui, il est complètement abouti. Et sur les conseils de Mathieu, je suis allé quand même demander le prix des personnes d'ailleurs qui étaient là en train d'essayer peut-être de négocier. Il est donc le bon de commande est signable dès aujourd'hui et ça vous en coûtera à peu près 140 000 €. Pour la version que vous voyez à l'écran, qui a 5 places. Qui a 5 places, qui est effectivement pas mal. Alors, mais 140 000 € avec, si vous le gardez 10 ans, x2, parce que le bateau vous coûte 10% du prix d'entretien, du prix du neuf en entretien par an, Dixit Click and Boat. Voilà, donc jolie précision. Jolie expertise. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre effectivement au niveau de la mobilité? On a à peu près vu plein de choses. Alors, sur la robotisation, on peut revenir assez rapidement sur le petit gag. Ça nous a assez claré. C'est la capacité d'un robot à venir Maximilien 24. On a en tête cette superbe vidéo d'une personne qui sur le robot qui a cette en même temps, on disait effectivement le robot c'est une précision. Là, on ce qui aurait été intéressant, c'est la capacité de bon, ça encore, c'était assez fun. On a vu aussi quelque chose qui nous intéressait.
qu'on a trouvé fun, effectivement, c'était sur le stand d'Alibaba cette démonstration autour de la réalité augmentée. Beaucoup de projets. C'est Emeris qui était présent effectivement sur le stand d'Alibaba et qui présentait ce projet autour de la découverte des pyramides. Oui, alors vous étiez, chaque utilisateur avait une sorte de sac à dos qui ressemblait un petit peu plus, on le voit maintenant à l'écran, à l'arnachement d'un chasseur de fantômes. Et là, comme vous pouvez le voir sur l'image, les personnes qui sont au cœur de cet espace, entourés de petits capteurs que vous pouvez voir en hauteur, se sentent véritablement à l'intérieur de la pyramide, se sentent entre ces murs, entre ces 4 murs, avec cette notion qui est une forme de notion de claustrophobie, parce qu'on les voyait bien bouger avec lenteur, avec délicatesse, pour se faufiler, pour se baisser. C'était très impressionnant. En tout cas, le résultat semblait être très impressionnant. Exactement. On n'a pas pris le temps de faire la queue et de l'essayer. Non, parce que sinon vous perdez 1 heure et puis c'est pas Disneyland. Mais ce que l'on a vu, en voyant simplement les personnes qui le testaient se mouvoir, ça devait être extrêmement impressionnant. On avait quelques images en retour vidéo, mais évidemment, ça n'avait rien à voir avec la sensation. Allez-y, si vous y allez samedi ou si vous êtes présent demain, allez faire un saut quand même sur ce stand qui est juste à l'entrée, puisque ça vous donnera quand même un aperçu de ce qu'est cette expérience. Il y a aussi, pour les 2-3 petits d'autres choses qui nous ont marqué, un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil à Montblanc, notamment. Alors ça c'est pour les amateurs de jolies montres. Les amateurs de jolies montres, ce que fait Montblanc, il fait un bracelet qui va vous permettre de payer. Un petit peu comme ceux qui ont l'Apple Pay avec leur Apple ou le Google Pay, puisqu'il y a Google Pay, soyons pas sectaires. Vous allez pouvoir payer avec le bracelet de votre montre. Alors finalement, on peut se dire, si on peut payer avec le bracelet, on n'a pas besoin d'avoir une montre connectée, puisque c'est le bracelet qui sert de mode de paiement. C'est en association avec Visa, et c'est chez Montblanc. C'est quelque chose on n'a pas eu le prix. Non, on n'a pas eu le prix, mais globalement, Montblanc est généralement assez cher. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour les fans d'horlogerie, on conserve sa montre. Exactement. Alors même si globalement use case, faudrait le tester, mais on a trouvé la puce assez grosse, donc à voir. Ouais. Autre petit clin d'œil, le côté effectivement du flipper. Alors ceux qui ont la nostalgie, des bars avec des flippers, avec les joueurs de guitare, le samedi soir peut-être. Alors ce flipper est évidemment entièrement digital. Il n'y a que les boutons qui sont à peu près, qu'on peut toucher, qui sont tactiles. Oui. Mais zéro retour haptique, zéro sensation. Alors, au niveau de l'expérience, globalement, c'est assez faible. On n'a pas ce ressenti du flipper. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sente des vibrations à chaque fois que la boule tape, qu'il y ait des tilts possibles. Bon, j'ai essayé de bouger dans tous les sens, il ne détecte aucun tilt. Bon, globalement, au niveau de l'expérience, il manquait encore quelque chose pour qu'on... Alors, il y avait quand même des boutons, des doubles boutons qui permettaient de faire vibrer, mais ça faisait vibrer l'image. Très légèrement. Bref. On n'est pas dans le ressenti. Oui, il n'y avait pas assez. Il y a encore du progrès à faire. Non, mais ça sentait pas le bois, l'alcool, tout ce qui va avec, généralement. Ça sentait pas le lieu dans lequel nous allions faire du flipper quand nous étions jeunes. Ça sentait pas l'ambiance du bar. Bon, alors c'était quoi le dernier gros truc de la journée, grosso modo? Le premier gros truc de la journée, c'était de toute façon le président Macron qui faisait l'ouverture. Oui, bon. Ce qui était intéressant, c'est que comme il sortait de ce que l'on vous a annoncé hier et de son petit summit avec une cinquantaine de grands patrons de la tech française et internationale, il a fait un discours qui était très orienté sur la technologie, oui, mais la technologie pour le bien commun. Je vous la fais courte parce que évidemment son discours a duré 1 heure, mais c'était entièrement orienté dans ce sens-là. Et là, pour le coup, c'est ce que l'on vous disait au début. C'est un peu ce que l'on a ressenti. C'est-à-dire les différents usages qui nous étaient présentés, les différentes solutions qui nous étaient présentées avec les différentes startups, c'était vraiment pour de l'usage. Pas juste un exercice d'ingénieur. C'était vraiment pour nous simplifier la vie. C'est comme l'homme revient au cœur de la technologie, mais vraiment dans le respect de ce qu'est la valeur humaine dans le travail, dans la relation avec la technologie, etc. Alors, est-ce que c'est le président Macron qui a insufflé ou est-ce que c'est la technologie qui a insufflé ce qu'il a dit? En tout cas, il semblait être tous les deux coordonnés entre les exposants. Ça a plutôt bien marché, en tout cas. C'était assez coordonné.
Bon, alors, le gros coup de bordel à la française qu'on a pu avoir effectivement C'était à la fin fin de journée, c'était à la fin avec... C'était à 17h30. C'était à 17h30 avec la venue effectivement de Mark Zuckerberg sur Vivatech. Et là, vous voyez nonchalamment l'ensemble des personnes vers la scène, petit selfie avec Marco derrière, etc. Bon, il a fallu quand même l'intervention de Marc Lévy pour que tout le monde s'assoie, tout le monde se taise. Non, pas Marc Lévy. Marc Lévy écrit des livres. Excusez-nous, c'est le bug. Mais effectivement, oui. L'intervention, effectivement. Et donc, alors après, quelqu'un dit, et dans tous ces Lévy, je les confonds. Donc Maurice Lévy. Maurice Lévy. Mais ça commence par la même Marc lettre. Lévy, non mais excusez-nous, non mais bon, il y a un dieu d'un côté, et puis bon, donc Voilà. nous ne citerons pas. Mais c'est vrai qu'effectivement. Non, il a dû mettre un peu d'ordre. Un peu d'ordre, et bon, ça a pris un peu de temps. Mais en tout cas, c'est un moment assez intéressant qu'on vous invite à regarder dans le replay directement qui est disponible en ligne, puisque c'est toujours intéressant effectivement d'avoir cet échange au coin du feu, dans une salle parfaitement comble, entre effectivement deux personnes qui ont à leur manière transformé la communication, les rapports entre les personnes, etc. Voilà, donc ça c'était effectivement l'instant final. On est passé aussi bien entendu sur le centre de Sanofi, il y a plein de choses, on y retournera demain parce qu'il y aura d'autres choses à voir. Enfin bon, en tout cas, on a encore beaucoup de kilomètres à parcourir, pas mal d'échanges, parce que naturellement, les confs, les échanges, discuter, on ne voit pas les journées passer, et donc globalement, on est assez chargé sur ces 2 jours, jeudi et vendredi. Ouais, mais on est encore en forme. Hein. On est encore en forme, et je peux vous assurer que le rythme est quand même un peu plus cool qu'au CES, bien entendu, puisque c'est... En fait, il y a un peu moins de kilomètres peut-être. Un peu moins de kilomètres à parcourir, c'est quand même beaucoup plus petit aussi. Ouais. Voilà, est-ce qu'on a tout dit, Lionel, sur cette première journée ? Voilà, parce qu'elle fait déjà 20 minutes, 25. On a dit qu'un tout petit bout de ce que l'on pouvait dire, ou de ce que l'on pouvait voir, ou de ce que l'on pourrait voir, ou ce que vous pourriez voir si vous y alliez. Mais en tout cas, c'était notre ressenti d'abord sur ce que l'on a dit en tout début, l'homme au centre et des innovations ou des agglomérations de technologies qui, dans le cadre de la formation, tout. Il y a plein de choses. Mais on vous en montrera encore demain, c'est promis. On vous donne rendez-vous donc demain soir pour un nouveau débrief de cette deuxième journée Vivatech. Et puis en attendant, on vous souhaite une très bonne nuit et on vous dit à demain sur le salon. Passez nous voir, nous faire un petit coucou. De toute façon, on y sera à partir de 9h, peut-être toi beaucoup plus tôt. Et puis, écoutez, on vous souhaite une très bonne soirée. Allez, bye bye.